Bonjour Maître Binsart, merci de nous accueillir dans votre cabinet aujourd'hui. On est ravis de pouvoir vous interroger avec Félicie. Vous êtes considéré comme l'un des futurs grands du barreau de Paris. Vous avez un parcours assez rapide. Ça fait 2 ans que vous avez créé votre cabinet avec votre associé Guillaume Martine. Et c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir vous interroger parce qu'on va pouvoir voir à vos côtés le parcours de droit pénal, mais également le parcours de droit pénal des affaires. Maître Robin Binsart, bonjour, merci de nous accueillir, je suis ravie de vous rencontrer. Alors j'aimerais commencer un petit peu, comme le disait Axel, par votre parcours, notamment universitaire, et ce qui vous a conduit aujourd'hui au droit pénal des affaires. Alors vous avez devant vous aujourd'hui 2 étudiants, Axel en droit pénal général et moi-même en droit des affaires. Et puis vous avez fait le choix de faire les deux avec un Master 1 à Paris 1 en droit pénal et un Master 1 à Paris Dauphine, un Master 2 pardon, à Paris Dauphine en droit des affaires. Vous qui avez les 2 casquettes, si je puis dire, que retirez-vous de ces 2 formations et comment appréhendez-vous le droit pénal des affaires ? Merci d'abord de cette interview, je suis sûr que ça va être très intéressant. Merci du portrait élogieux que vous avez dressé de moi, je ne sais pas si je le mérite, mais ça fait toujours plaisir d'entendre des termes aussi agréables pour parler de sa propre personne. Et donc oui, vous me parliez du pénal des affaires. Moi j'étais à l'université, j'étais à Assas, j'ai fait ma fac, ma licence de droit privé. En Master 1, j'ai fait une double formation avec une année à l'étranger, donc je suis parti au Vietnam. Et là-bas, j'ai fait un stage au tribunal des Khmers rouges, qui était en fait à la frontière entre le Vietnam et le Cambodge. Et c'était vraiment merveilleux de pouvoir travailler tous les jours dans une équipe en lien avec un procès aussi grand, aussi historique. C'était le procès des génocidaires des Khmers rouges, qui est un génocide terrifiant et en même temps passionnant par son histoire et terrifiant par ses conséquences. Et c'est vrai que j'avais déjà très envie de faire du pénal, mais de travailler là-bas, ça a évidemment confirmé mon envie. Et en fait, quand on veut faire du pénal, à un moment, on se pose la question de savoir quel pénal. Est-ce qu'on veut devenir l'avocat des délinquants incarcérés en détention? Est-ce qu'on veut être l'avocat des trafiquants de stupéfiants? Ou est-ce qu'on veut être l'avocat des chefs d'entreprise, des élus, des politiques, ce genre de choses? En fait, il y a une vraie dichotomie entre le pénal et le pénal des affaires, mais ça, c'est qu'à l'université. C'est pas le cas dans la vraie vie. Quand on y réfléchit dans la vraie vie, quand on est pénaliste, on fait plus ou moins forcément les deux. C'est les mêmes matières, ce sont les mêmes règles de droit, ce sont les mêmes juges, et l'une des disciplines nourrit nécessairement l'autre. Moi, lorsque je défends un trafiquant de stupéfiants et que je soulève un vice de procédure, il n'est pas dit que quelques mois plus tard, dans un dossier par exemple de corruption ou d'abus de biens sociaux, le même vice de procédure ne soit pas susceptible d'être identifié. Donc une discipline nourrit l'autre. Alors sur le plan universitaire, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut se poser la question quand on est étudiant de savoir s'il faut faire un master en pénal, un master en droit des affaires. Je crois qu'en fait toutes ces questions-là, elles sont un petit peu secondaires. Ce qui compte, c'est ce que vous avez envie de faire, votre force de travail, les stages que vous allez réaliser, mais l'intitulé de votre Master 2, je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui définitivement vous enferme dans une case. Il y a plein de contre-exemples, il y a plein de reconversions. On a déjà travaillé avec on a déjà pris des élèves avocats en stage qui avaient fait des Master 2 en droit public et qui pourtant étaient d'excellents pénalistes parce qu'ils avaient envie de faire ça et parce qu'ils s'étaient formés dans d'autres cadres. Donc voilà, il ne faut pas se laisser enfermer dans une case par une formation. Justement, cette formation à l'étranger vous a apporté quoi exactement? Le fait de partir à l'étranger, indépendamment du procès des Khmers rouges, qu'est-ce que ça apporte comme regard? Un regard différent sur la législation ou simplement une manière différente d'exercer? C'est vrai que pour ne rien vous cacher, quand on part à l'étranger, on ne se dit pas tout de suite que c'est pour avoir un regard différent sur la législation. On y va plutôt pour avoir une expérience de vie, pour profiter, pour voir d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres gens. En fait, pour avoir une expérience de vie. C'est ça ce qu'on va chercher en vivant à l'étranger. Moi, effectivement, en choisissant de partir une année en Asie du Sud-Est, j'avais envie en fait de couper, de voir autre chose, de découvrir un autre univers, un autre continent. Et ça a été une expérience formidable. Je pense que tous ceux avec qui j'étais en sont sortis grandis. Et pour ma part, moi j'y retourne presque chaque année, au moins en vacances, parfois pour des dossiers, plus rarement. Et c'est un vrai plaisir. J'ai pris une vraie attache avec ce continent qui est exceptionnel. Vous parliez de l'étranger. Moi j'ai aussi fait mon PPI au Gabon, donc en Afrique, sur le continent, en Afrique francophone. Et là pour le coup, il y avait eu beaucoup plus cette dimension juridique et de recherche, on va dire, effectivement, en matière de droit. Aujourd'hui, moi, au cabinet, on fait beaucoup de droit pénal international. On travaille souvent sur le continent africain. On a défendu quelques anciens ministres, et notamment dans des procédures qui sont dites de droit pénal international, avec un volet français, mais aussi un volet africain. Parfois un volet devant l'ONU, donc à Genève. Souvent un volet aussi devant la Cour africaine des droits de l'homme. Donc parfois en Tanzanie, à Arusha. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de dossier-là. Moi, c'est cette expérience-là que je voulais avoir en partant au Gabon à un moment.
Vous avez parlé de votre expérience au procès des Khmers rouges. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Vous parlez d'une expérience à la fois formatrice et terrifiante. Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui? Alors, pour ne rien vous cacher, j'étais évidemment pas l'avocat principal du principal accusé. J'étais un jeune stagiaire dans un petit bureau à faire des recherches. Toujours est-il que c'est l'atmosphère qui était très intéressante. C'était de voir, en fait, comment fonctionne un tribunal international. De voir, ce qui avait un truc, par exemple, très amusant. Tous les matins, pour se rendre donc, au tribunal qui était dans la banlieue de Phnom Penh, il fallait faire 1 heure de bus. Et dans ce bus, il y avait tous les greffiers, tous les procureurs, tous les juges, tous les avocats. Donc c'était une sorte de joyeuse foire où tout le monde discutait. Et finalement, on avait l'impression que les coulisses du procès, c'était dans le bus. Donc pour rien au monde, il fallait rater le bus. Voilà. Donc il y avait cette dimension-là. Et puis, moi, j'ai toujours été... pas fan, mais en tout cas très attiré par le personnage de Jacques Vergès, qui était avocat au tribunal des Khmers rouges, qui a été évidemment très très proche du Cambodge, lui-même avait des origines des îles du Sud-Est. Donc il y avait aussi aller sur les pas de Jacques Vergès, comprendre son parcours, comprendre ces choses-là, ça a été passionnant, effectivement. Vous avez parlé de PPI tout à l'heure, donc on en arrive au CRFPA. Vous avez passé le CRFPA à 21 ans. Comment vous retenez cette expérience? Comment vous l'avez vécue? Parfois, on dit qu'il faut attendre quelques années. Est-ce que vous vous sentiez prêt ou est-ce que vous l'avez fait en vous disant j'y vais, on verra bien? Franchement, ce serait mentir de dire que j'étais pas impatient de devenir avocat. Je rêvais tous les jours de porter la robe et d'aller plaider. Ça faisait quand même très longtemps que j'avais envie d'être dans ce métier, que j'avais envie de plaider, de porter la cause des autres, de défendre, en réalité d'aller en prison, de me confronter à cette vie-là, de me confronter aux juges. Donc j'ai tout fait pour en fait pouvoir être avocat au plus vite, pouvoir être indépendant au plus vite et pour pouvoir exercer ce métier en tant qu'associé dans un cabinet dont je serai l'un des fondateurs, ce qui est le cas aujourd'hui. J'ai créé, enfin en tout cas fait en sorte d'avoir ce parcours-là dans les meilleurs délais, évidemment sans sauter les étapes. J'ai quand même souhaité me former comme collaborateur. J'avais fait 2 Master 2 en même temps pour gagner du temps et avoir une double formation. Aujourd'hui, si la question est de savoir si j'aurais aimé prendre plus de temps et si j'avais des regrets à avoir agi comme ça, la réponse est non. J'adore ma vie, j'adore ce métier, c'est magnifique. Je vous souhaite vraiment un jour de vivre de votre passion, de vous lever tous les matins et de dire que en fait, votre boulot est incroyable et que vous avez des dossiers top et que vous avez trop de chance et que de plaider est un bonheur. C'est vraiment... je ne vais pas vous dire que tous les jours de ma vie m'ont mené à ce moment-là, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas j'en ai eu très envie pendant longtemps et maintenant que je suis dans cette position, je suis très heureux et désormais il faut consolider, renforcer les équipes, transformer ce cabinet qui est un cabinet émergent en un cabinet de premier plan. On a l'ambition d'être des très bons pénalistes, de faire un très bon travail dans le respect des déontologies, de faire les choses avec beaucoup de sérieux, d'être respecté par les confrères et ça en revanche c'est quelque chose qui prend forcément du temps. On essaye de construire ça avec mon associé aujourd'hui. Une autre question, vous avez évoqué ces deux M2 en même temps. Comment ça s'est passé justement? C'est intéressant parce que parfois on s'interroge à vouloir aller plus vite et faire 2 Master 2. Vous l'avez fait en revenant donc de votre Master 1 délocalisé. Comment ça s'est passé? Ça n'a pas été difficile de reprendre ce rythme universitaire à deux facs différentes, me semble-t-il, à Assas et à Dauphine? Oui, alors donc, pour vous donner le cadre, donc je sortais de cette année en Asie, j'ai passé le barreau l'été après barreau, donc j'avais bossé, on bosse quand même de manière assez studieuse et assez intense pendant le barreau, je crois que ce sera votre cas très bientôt, donc vous le saurez si vous ne le savez pas déjà. Donc sortant de ce barreau-là, j'avais été admis en droit pénal à la Sorbonne dans le master du professeur David Schilstein, que j'avais très envie de faire, et j'avais été pris dans le master de droit pénal, de droit des affaires internationales de Dauphine, qui est aussi très prestigieux. Et moi, j'avais un peu la même réflexion que vous. Je me disais, est-ce qu'en faisant un master de pénal, je ne vais pas me fermer le monde du pénal des affaires? Est-ce qu'en faisant un master de droit des affaires, je ne vais pas plutôt me sectoriser vers des cabinets de contentieux commercial? Donc je me suis dit, autant faire les deux en même temps, remplir les 2 cases, et tant pis si je bosse beaucoup. Je sortais déjà d'un été très studieux. Alors pour ne rien vous cacher, le premier semestre était assez dur, parce que j'avais le Master 2 à Dauphine, le Master 2 à la Sorbonne, qui géographiquement ne sont pas tout à fait à côté, vous savez, entre le 16e et le Panthéon. Et puis j'avais les oraux du barreau, parce qu'il y a quand même ça. Il y a cette dimension, il y a le grand oral, ces choses-là à préparer. Donc ouais, franchement, j'ai pas mal bossé, mais c'était presque une bande-annonce de la vie professionnelle qui vous attend, parce que vous verrez quand vous êtes avocat, même quand vous êtes élève avocat, quand vous êtes collaborateur, quand vous êtes stagiaire et quand vous êtes à votre compte encore plus, vous comptez pas les heures. C'est un métier où il faut quand même aimer beaucoup bosser et il ne faut pas avoir la main sur le chronomètre. Et donc, vous réussissez l'examen du barreau à 21 ans. Et ensuite, on le sait, vous faites votre stage final et une collaboration dans 2 très grands cabinets parisiens. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment cela s'est passé ?
Donc en revenant du Gabon, j'ai eu la chance d'être pris par le cabinet de Jean-Yves Le Borgne et Christian Saint-Palais pour un stage final, donc 6 mois en sortie d'école du barreau. C'était génial, ces deux immenses avocats, vous les connaissez bien sûr, Jean-Yves Le Borgne est un type exceptionnel. Bon, d'abord c'est un plaideur hors norme, mais en plus de ça, humainement, c'est un type admirable, super sympa, chaleureux, humble, enfin c'est vraiment quelqu'un de formidable. Christian Saint-Palais, enfin, si vous vous renseignez juste un instant sur sa réputation, vous verrez à quel point il fait l'unanimité. C'est un type exceptionnel, brillant, hyper sympa. Parcours atypique aussi, il était enseignant à Pau, c'est un type très très intéressant. Donc voilà, avoir la chance de pouvoir faire sa sortie d'école du barreau auprès de deux figures de cette qualité, c'est forcément un truc assez hors norme, c'était génial, je crois que c'est une place assez convoitée, ils reçoivent beaucoup de candidatures et c'est vraiment une excellente formation. Si des élèves avocats nous écoutent, faites votre stage là-bas, c'est vachement bien. Bon, il n'y a pas que là-bas en fait, il y a plein d'autres cabinets qui sont super, mais c'était vraiment très intéressant, ils m'ont fait confiance assez vite, j'ai pu rédiger, j'ai pu voir des audiences, j'ai pu étudier des dossiers, faire des notes de synthèse, des analyses. C'est un cabinet où il y a quand même, comme c'est un cabinet à taille humaine, il y a quand même ce truc des stagiaires qui bossent vraiment. C'est-à-dire que comme ils sont 4 ou 5, parfois 6, le 7e c'est le stagiaire, donc s'il n'est plus là, en fait ils sont en sous-effectif. Donc ils comptent vraiment sur le boulot de l'élève avocat, ce qui fait que ça donne une vraie formation, on n'est pas là pour faire de la figuration. Et alors ensuite j'ai commencé comme collaborateur chez Vigo avec Emmanuel Daoud, César Grenassia, Emmanuel Mercigné. Cabinet merveilleux, un des plus beaux cabinets de pénal des affaires du moment. Ils sont sur des dossiers exceptionnels et c'est un cabinet qui a quand même la particularité d'avoir une quinzaine de collaborateurs. Il y a très peu de cabinets de pénal avec d'aussi grosses structures. Je crois qu'il y a juste le cabinet d'Hervé Temim. Et dans ce cabinet-là, donc chez Vigo, on a tout de suite beaucoup de responsabilités parce qu'il y a un volume de dossiers qui est important et il y a des associés qui font confiance. C'est-à-dire qu'évidemment, ils attendent un travail solide, ils surveillent, ils vous relisent. Ils vous engueulent, hein, ça arrive au début, mais dès qu'un lien de confiance s'est créé, effectivement, il y a une autonomie qui petit à petit peut se construire. Et je crois qu'il y a assez peu de cabinets d'avocats où en 1 an et demi ou 2, on peut se retrouver autonome dans des dossiers de droit pénal des affaires, et ça c'était magnifique. Et puis ils ont quand même cette dimension où ils font beaucoup de pro bono, ils font 20% de pro bono. Et quand on est collaborateur, l'avantage immédiat, c'est que dans ces dossiers de pro bono, on est exposé aux premières responsabilités tout de suite. On voit le client, on plaide, on va les voir en prison s'ils sont des détenus, on fait les rendez-vous, on rédige les écritures, évidemment sous la supervision d'un associé, mais avec quand même plus de liberté, plus d'indépendance. Et ça, c'était hyper formateur, et c'est vrai que ce qui m'a permis de m'installer relativement rapidement, c'est que j'ai eu le droit à cette formation rapide, efficace, responsabilisante, que permet le cabinet Vigo. Là aussi, moi, je recommande à ceux qui se poseraient la question de bosser là-bas. C'est un super cabinet, c'est une super expérience. Et vous dites justement que par cette indépendance, justement, vous avez eu l'occasion de développer très rapidement une clientèle qui vous est propre, ce qui vous a permis ensuite de monter votre propre cabinet avec votre associé actuel. Oui, alors ça, c'est encore une autre dimension du problème, c'est comment on développe les clients perso, parce que c'est comme ça, c'est la formule, on va dire, convenue. Il n'y a pas de solution miracle. Moi, quand j'étais collaborateur chez Vigo, j'avais énormément de boulot pour le cabinet et donc finalement un temps existant possible, mais relativement réduit pour développer. Donc la réalité de tout ça, c'est que lorsqu'on a des clients et qu'on est collaborateur, ça demande là encore de bosser énormément, de revenir le week-end, de bosser le soir, de bosser tôt le matin, de bosser le midi. Enfin, il faut choisir, mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas être très très confortable et avoir des horaires light et en même temps avoir du perso. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas performant pour le cabinet et ce n'est pas tolérable. Donc moi c'est cette année et demie ou presque 2 ans où j'ai passé chez Vigo, où j'ai en même temps développé des clients perso. Ce serait mentir de vous dire que j'ai pas énormément bossé. Franchement, je bossais énormément et sur la fin, ça commençait à étirer un petit peu et c'était le bon moment aussi de partir et prendre mon indépendance parce que effectivement, les semaines ne sont que 7 jours et il faut se nourrir, il faut dormir la nuit, il faut avoir une vie sociale quand même, sinon on devient dingue. Exactement. L'idée, c'est pas de devenir une sorte de machine ou de bête humaine. Donc voilà, il faut trouver cet équilibre. Et alors, si la question du comment est-ce qu'on trouve des clients, là encore, il n'y a pas de réponse parfaite. Moi, j'ai eu de la chance. Sortant de la fac, assez vite, j'avais des copains qui étaient un peu casse-cou. Donc, mes premiers dossiers, c'était un tel qui s'était battu en sortie de boîte de nuit ou machin truc qui avait acheté de la cocaïne, ce qui est évidemment quelque chose de tout à fait répréhensible, et qui s'était fait choper avec son dealer. Et je me retrouvais à faire des gardes à vue improbables pour des petits cons, on va pas se mentir. Ça, c'était le début. Puis après,
avec les personnes que j'avais rencontrées au Gabon, je me suis mis à défendre donc, des opposants gabonais au régime d'Ali Bongo. Mais enfin, opposants, il faut voir ce que c'est. Ça veut dire que c'est des manifestants qui viennent sur la place du Ranlag et qui crient Bongo démission et qui viennent faire des happenings dans l'ambassade, décrocher les portraits d'Ali Bongo. Donc ça donne des gardes à vue assez musclés, on va pas se mentir. Ça donne des comparutions immédiates plutôt intenses. Mais c'était une très bonne formation. Et puis, troisième dimension de ce développement de clientèle, donc j'ai eu quelques amis qui faisaient des bêtises. Évidemment, ce n'est pas une clientèle durable, mais ça permet de se former. J'ai eu donc ces opposants gabonais. Et puis, je me suis retrouvé relativement rapidement à avoir quelques chefs d'entreprise, mais dans l'univers des startups. Parce qu'en fait, comme moi j'étais à Dauphine, il y avait des incubateurs dans mon master de droit des affaires, droit international des affaires, il y avait des entrepreneurs qui se formaient ou en tout cas qui venaient prendre conseil. Il y avait des relations entre la formation de droit et la formation d'entrepreneuriat. Et donc j'avais des startups exposées au risque pénal. Et alors ça, c'est un panel très large. Pour vous donner un exemple, j'avais le cas classique du type qui a fait une levée de fonds, qui a encaissé pas mal d'argent sur le compte de sa startup et qui en fait a trouvé très pertinent de faire de très belles vacances à Saint-Tropez, de louer un grand bateau et d'inviter tous ses amis. Bon, donc ça vous avez compris, c'était de l'abus de biens social, dossier assez classique de pénal des affaires, mais il y a aussi une autre dimension, c'était par exemple un autre camarade de fac, cette fois-ci non pas de Dauphine mais d'Assas, qui avait quelques responsabilités politiques dans un mouvement de droite, qui s'est retrouvé accusé d'agression sexuelle. C'était évidemment cousu de toutes pièces, c'était un coup politique pour descendre un type en pleine ascension. Je me suis retrouvé à devoir sauver cet ancien camarade de fac, le défendre, éviter sa descente aux enfers, le protéger, défendre sa réputation, défendre son innocence, et ça a été des combats passionnants. Et ça, c'était le début, les premiers dossiers. Donc les entrepreneurs, les jeunes cons, les opposants politiques gabonais, un spectre assez large finalement. Mais est-ce que c'est pas compliqué justement de défendre des amis? Ça, c'est une question qu'on peut souvent se poser. Est-ce que c'est pas difficile justement dans ce cas-là, quand on fait bouclier pour un proche parfois plus que pour un client, est-ce que c'est pas difficile pas à concevoir, mais à appréhender? Mais moi, en fait, on a même, c'est interdit. On a des règles déontologiques qui disent qu'on doit garder une certaine distance sur les dossiers. Moi, quand je vous parle de camarades de fac, c'est à dessein que je vous parle de camarades de fac et pas d'amis. Il me serait pas venu à l'esprit de défendre mes meilleurs amis, de défendre mes parents, mes frères et sœurs. Et évidemment, d'abord parce que c'est interdit, et en plus parce qu'on n'a pas la distance et le recul nécessaire. En revanche, défendre un camarade avec qui vous étiez sur les bancs de la fac, ça ne fait pas de lui votre ami le plus proche et ça vous permet quand même d'avoir un petit peu de discernement et de distance. Vous voyez, il y a quand même une nuance entre les deux. Je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure et vous poser une question d'ordre un petit peu plus personnel. Vous l'avez dit lors de précédentes interviews, pour vous la recette c'est le travail, même le dimanche. Et comment arrivez-vous à accorder une place à votre vie personnelle et est-ce que c'est véritablement conciliable avec votre réussite et la charge de travail que vous devez fournir aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on n'a rien sans rien. C'est-à-dire qu'évidemment, si la question c'est de me demander si je bosse plus qu'un type aux 35 heures, la réponse est oui. Pour autant, évidemment qu'il faut se laisser des plages de détente. Heureusement qu'il faut avoir une jeunesse. Heureusement qu'il faut partir en vacances. Donc toute la question, c'est de concilier ces deux impératifs. Bosser beaucoup pour prendre de l'avance, bosser beaucoup pour exceller dans les dossiers, bosser beaucoup pour ne pas se mettre en retard face à la charge de travail et aux attentes aussi qu'ont nos clients. Parce qu'évidemment, un client qui vient vous voir veut un travail d'excellence, mais aussi un travail qui est fait rapidement, tout de suite, en tout cas dans les délais raisonnables et les délais attendus de la procédure pénale. En procédure pénale, on a des délais qui sont parfois très courts. On a 6 mois après la mise en examen pour déposer une requête en nullité. Alors vous allez vous dire oui 6 mois, mais quand les dossiers s'accumulent et puis trouver des bonnes nullités, ça prend quand même beaucoup de temps. Bref, donc vous dire qu'il faut concilier cette recherche d'excellence par le boulot et en même temps évidemment dormir la nuit, kiffer sa vie, prendre des vacances. Pour l'instant, j'y arrive, j'ai pas encore fait de burn-out et tout va bien, donc c'est que c'est possible et que voilà, c'est à la portée de tous. Il faut juste être organisé. Il faut savoir se dire, voilà, ce week-end je coupe, mon téléphone on m'oublie, je réponds qu'aux urgences. Et il faut aussi savoir se dire, ce week-end en fait, je vais devoir préparer l'audience de lundi parce que c'est beaucoup trop important, qu'un type m'a confié la responsabilité de sa défense, de son honneur et de sa liberté et que je dois être à la hauteur. Il faut concilier ces deux choses-là. Et est-ce que justement c'est pas compliqué parfois de couper pendant les vacances? Il me semble que vous avez déjà expliqué ça, que la nuit vous vous réveillez en pensant au dossier que vous allez plaider le lendemain, que pendant les vacances vous coupez pas vraiment. Est-ce qu'on a vraiment des vacances quand on est avocat pénaliste? Alors, d'abord, il y a quand même un truc, c'est que les juges sont relativement sympathiques, ils foutent leurs vacances judiciaires au mois d'août, donc ce qui nous permet quand même d'avoir un mois d'août un petit peu moins stressant. Et alors, c'est vrai, moi, quand je me suis installé tout de suite avec une avocate collaboratrice, donc on était deux. Donc le fait de pouvoir faire confiance à quelqu'un d'autre et de pouvoir déléguer un petit peu de travail permet quand même de partir avec la conscience un petit peu plus tranquille. Maintenant, on est
J'ai un associé, on a un ou deux élèves avocats selon la période, on a toujours une collaboratrice, ce qui fait que créer une équipe, ça permet aussi parfois de se soulager de responsabilités quand on veut couper. Alors après, évidemment, hein, on continue de faire parfois des insomnies. C'est pas propre aux vacances, en fait, c'est propre aux responsabilités et au stress. La veille d'un grand procès, ou alors le lendemain d'un grand procès, on se refait la plaidoirie dans la tête, on stresse. Moi, pour vous dire, là, par exemple, jeudi, je défends à Nancy, dans un dossier de trafic de stupéfiants, un individu qui est présenté comme le cerveau d'un trafic à dimension internationale. Bon, ben c'est vrai qu'on ne prend pas ça à la légère. Je ne sais pas si je vais faire 4 nuits blanches, il ne faut pas exagérer, mais il est possible que ça me préoccupe un petit peu. Voilà, donc effectivement, c'est un métier qui est prenant, qui parfois nous habite et qui parfois crée une dose de stress, une dose de fatigue. C'est pour ça que c'est très important de garder un peu de vie privée, garder un peu de loisirs et partir en vacances. Très vite, vous avez été confronté à des affaires médiatiques. Je pense notamment à la défense des enfants de Patrick et Isabelle Balkany ou à Guillaume Soro, l'homme politique ivoirien. Comment est-ce que vous vivez cela, cette défense médiatique de personnalités publiques, politiques, et notamment dans une ère où, on le sait, les procès sont de plus en plus médiatisés? Alors c'est deux dossiers très différents, mais donc bon, d'abord pour vous dire, s'agissant des enfants Balkany, c'était pas tellement médiatique. Je suis arrivé en appel, ça n'intéressait plus personne. Le sort des enfants a fait l'objet d'un maigre article dans Le Parisien. Enfin, vous voyez, en fait, j'étais un petit peu la 5e roue du carrosse dans ce procès médiatique, mais c'était extrêmement intéressant parce que ça posait des questions de droit passionnantes sur la confiscation d'un bien dont la propriété a été démembrée. Je vous épargne le débat, mais en termes de saisie pénale, de confiscation pénale, il y avait un enjeu passionnant et on a eu un très bon résultat puisque les enfants ont récupéré le moulin de Giverny. Donc voilà, c'était un procès passionnant, mais pas tant pour la dimension médiatique que pour la dimension juridique. Alors, Guillaume Soro, c'est carrément autre chose. Guillaume Soro, c'est un type qui est un ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui était l'homme fort d'Alassane Ouattara, et qui a choisi de faire sa propre carrière politique et d'avoir ses propres ambitions présidentielles. Alassane Ouattara avait un candidat choisi, puisque la constitution ivoirienne permet de faire 2 mandats et non pas 3. Et le candidat d'Alassane Ouattara est décédé durant l'été. Et donc le président Ouattara a choisi de faire un 3e mandat au mépris du texte constitutionnel qui dit très clairement qu'on ne peut pas être réélu à 2 reprises. On peut être réélu une seule fois en tant que président de la République en Côte d'Ivoire. Donc voilà Guillaume Soro qui était en exil, interdit de rentrer dans son pays, perçu comme une persona non grata par le gouvernement, mais qui était en même temps tout à fait attendu par le peuple ivoirien. Et donc pour l'empêcher de candidater, ce qui s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est qu'un certain nombre de procédures totalement artificielles ont été mises en place pour le disqualifier politiquement. On l'a accusé de complot, on l'a accusé de détournement de fonds publics. Évidemment, c'était n'importe quoi, c'était complètement cousu de fil blanc, et ça a été fait de manière complètement servile par un pouvoir judiciaire qui était devenu presque les porte-flingues du pouvoir exécutif. Donc la défense de cet homme-là, elle avait une dimension passionnante parce qu'on se battait contre un système qui était plus fort que nous. On ne peut pas être plus fort qu'un gouvernement souverain. On ne peut pas dire non, en fait, vous jugez mal le droit. Ils nous disent oui, Coco, d'accord, mais en fait, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Et surtout, nos juges sont nos juges. Et donc, ils décident ce que le gouvernement... Bon, bref, vous avez compris la difficulté presque irrépressible qu'il y avait à espérer défendre Guillaume Soro devant les juridictions ivoiriennes. En revanche, il y avait la deuxième dimension de cette défense, et c'est là ce qui était passionnant, c'était d'engager des recours devant des juridictions internationales, de dire d'accord, il y a cette mascarade judiciaire qui se passe en Côte d'Ivoire, admettons, on sait qu'on n'y peut rien. En revanche, on va aller se battre sur d'autres juridictions indépendantes, impartiales, et qui appliquent une certaine forme de droit, des droits fondamentaux, des droits internationaux, qui sont contraignants. Donc on a porté ce litige devant le comité des droits de l'homme de l'ONU, notamment devant le groupe de travail sur la détention arbitraire pour tous les proches de Soro qui avaient été incarcérés sans titre de détention, voilà, sans droit à un avocat, sans droit à un procès, enfin d'une manière complètement kafkaïenne, il y avait ça. Et puis on a porté aussi le litige devant la Cour africaine des droits de l'homme, qui est une cour d'une immense qualité, franchement, que moi j'ai été... pas émerveillé, mais vraiment, en tout cas, très fortement enthousiasmé par la qualité du traitement des dossiers là-bas, la célérité de la procédure, la disponibilité des greffiers, la qualité de la rédaction des jugements. On est vraiment face à une cour de très grande qualité, et les arrêts ou les ordonnances rendues par la Cour africaine des droits de l'homme n'ont rien à envier à ceux de l'ONU ou de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est vraiment un grand organisme. Donc on a gagné devant la Cour africaine des droits de l'homme. Et là, on a eu droit à un volte-face formidable. Nous avons eu le porte-parole du gouvernement qui s'est rendu à la télé en disant « Très bien, vous avez gagné, eh bien la Côte d'Ivoire quitte le traité qui l'engage auprès de la Cour africaine des droits de l'homme. Nous n'appliquerons pas ces décisions, nous sommes souverains, et allez vous faire voir. » Donc de ça, nous, on a trouvé des dispositions de droit pénal international et de droit international public qui disaient que le retrait avait 1 an pour prendre effet et ne s'appliquait pas pour les affaires déjà jugées. Bon, toujours est-il qu'en droit, on a raison. Dans les faits, malheureusement, Guillaume Soro reste en exil pour l'instant et n'a pas pu se présenter aux élections.
Mais je suis curieux de savoir comment s'organise justement. Il me semble que dans la cas de Guillaume Soro, il y a une équipe internationale de plusieurs avocats. Comment ça s'organise et comment ça se passe comment vous l'avez vécu d'intégrer une équipe internationale de plusieurs avocats de différents pays? Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on a plus ou moins chacun son domaine, chacun sa spécialité. Dans ce dossier, il y avait par exemple William Bourdon, qui est un spécialiste donc des affaires de droit pénal national et international, qui a déjà défendu plusieurs chefs d'État, qui en a aussi accusé pas mal, donc il avait sa part de responsabilité dans ce dossier. J'étais avec Charles Consigny, qui est un secrétaire de la conférence, qui est un super avocat pénaliste, puis qui aussi a cette dimension quand même presse, puisqu'il était un ancien chroniqueur de différentes émissions, donc il a ce truc de maîtriser le risque réputationnel, écrire aux rédactions, faire supprimer des articles, balancer des plaintes en diffamation, des droits de réponse, lui il a cette dimension. Il y avait Emmanuel Daoud, qui est mon ancien patron, qui est un immense pénaliste. Bon, voilà, je vous en ai dit tout à l'heure tout le bien. Il y avait Foussi Bamba, qui est une avocate franco-ivoirienne, qui a été ministre au gouvernement de Côte d'Ivoire, qui est une fille brillante, extrêmement combative et qui connaît par cœur l'écosystème local, puisqu'elle a été elle-même ministre. Donc voilà, ça faisait une synergie. Et moi, au milieu de tout ça, jeune pénaliste, motivé, bosseur, donc je rédigeais beaucoup. J'étais un peu l'une des chevilles ouvrières en fait de cette équipe collective et c'était très intéressant. Et on se rend compte que si au début il peut y avoir parfois quelques frictions, quelques jalousies, dans la durée, il y a une vraie synergie qui se crée, un respect mutuel et ça donne de très bons résultats de bosser en équipe. Sur l'aspect média aujourd'hui, sans forcément rentrer dans les détails des dossiers récents, mais on a le sentiment quand même que les médias ont une place particulièrement importante. En ce moment, il y a l'affaire Nordal-Lelandais. Sans rentrer dans le fond du dossier, on peut être assez surpris de voir qu'à chaque suspension d'audience, il y a des questions qui sont posées aux différentes parties. Comment vous voyez ça de votre place d'avocat? Est-ce que l'avocat est en danger par rapport à ça? Est-ce que les droits de la défense sont vraiment en danger par rapport à ça? Parce que quand on est dans le box des accusés, je pense que si on va dans la rue et qu'on interroge les personnes par rapport à la culpabilité de Nordal-Lelandais, il n'y a pas de débat. Et la défense aurait pu dire ce qu'elle voulait, il n'y a pas forcément de débat. Comment ça s'appréhende? Alors, moi, je vais vous dire, on est arrivé à un point de folie et de déchaînement des médias dans les procès que, en fait, le tribunal judiciaire, c'est presque la voie d'appel. C'est-à-dire que le premier verdict, c'est celui qui est rendu par la presse, et lorsque, éventuellement, des années après, on a le droit à un procès, on peut peut-être être réhabilité, mais on est déjà coupable aux yeux des médias. Vous avez tout dit, il y a un tribunal médiatique qui existe, qui est consternant. Ça a eu du bon parfois, mais là, on est arrivé dans un niveau de dérive qui est hallucinant, en fait, et qui est complètement inacceptable dans un état de droit. Je vous donne un exemple. Moi, il m'est arrivé de défendre notamment des élus, mais pas que, accusés d'agression sexuelle ou de viol. À partir du moment où la plainte se retrouve dans la presse, alors même que le type hurle son innocence, fait communiqué de presse sur communiqué de presse pour dire « je n'ai rien à voir, je ne connais pas cette fille », à partir du moment où un article est sorti, le type part dans une descente aux enfers indiscutable et irrépressible. À partir du moment où votre nom est sali, où votre nom est associé à une infraction ou pire à un crime, c'est très très difficile et presque inaudible de se défendre dans la presse. Alors il y a deux choix. Soit vous prenez le taureau par les cornes et vous allez vous exprimer dans la presse en disant « en fait, je suis innocent et j'aurai raison tôt ou tard » et tous ceux qui diront l'inverse seront accusés de diffamation et des plaintes seront déposées. C'est une stratégie, mais c'est coûteux, ça demande du temps, ça demande de l'énergie et ça peut aussi produire en fait un effet inverse. Puis il y a une autre stratégie qui consiste à se taire et à réserver sa parole pour les résultats. Dans un dossier récemment, j'ai un client avec lequel on a fait le choix de ne rien dire. Donc il y a eu un premier incendie médiatique au moment de l'accusation de viol, justement. Et puis les mois sont passés, les choses se sont tassées, il y avait de temps en temps un article, 2 articles. Et puis on a eu enfin une décision de non-lieu rendue par un juge d'instruction. Et là, on a fait le choix de communiquer sur cette décision de non-lieu pour dire voilà, on s'est tu, on a préféré réserver notre parole, maintenant la voici, corroborée par une décision d'un juge, je suis innocent. Et un juge l'a considéré, donc ça a de la valeur. Et donc ça, heureusement, cette stratégie-là est parfois payante, mais il faut avoir du courage et du sang-froid pour prendre son mal en patience et se taire au début lorsque son honneur est sali. Vous savez, il y a un exemple, vous avez ce musicien qui est Ibrahim Malouf, qui a été donc condamné en première instance, relaxé en appel. Moi, je ne connais pas ce dossier, mais je constate un truc, c'est que la condamnation en première instance où l'accusation a fait l'objet de centaines de papiers, ça relaxe en appel, il y a peut-être eu 3 quotidiens de province qui ont fait 5 lignes dessus. Et cette dissymétrie-là, elle est consternante. Donc,
quelle solution? Je ne pense pas qu'il faille museler la presse, je ne pense pas qu'il faille museler les médias. En revanche, je pense qu'il faut éduquer les citoyens. En fait, il faudrait rendre un cours de droit obligatoire dès le collège ou dès le lycée pour que les gens soient sensibles à ce qu'est la présomption d'innocence, à ce qu'est une mise en examen. Aujourd'hui, quand vous lisez mise en examen dans la presse, pas vous parce que vous êtes un type érudit, mais la plupart des gens se disent en fait mis en examen, c'est qu'il y a un problème, c'est que le type est coupable. Ça, c'est pas admissible dans un grand pays comme la France. Il faut éduquer et il faut en fait sensibiliser les gens aux mécanismes de droit et finalement ce problème du tribunal médiatique ne sera plus un problème, il sera compris. Si les enjeux sont compris, si les termes sont compris, les difficultés, elles seraient évidemment relevées. Et il y a peut-être une deuxième solution à ce problème. Lorsqu'on est accusé dans la presse, on a quand même parfois envie d'avoir sa réponse inscrite, figée dans le marbre de l'article de presse. Donc on a des mécanismes qu'on appelle les droits de réponse. Et on va dire que la plupart des directeurs de publication des grands quotidiens de France respectent les droits de réponse. Si demain vous êtes accusé de viol, vous dites que je suis innocent, on va publier ce droit de réponse. Ça, c'est vrai en France. Mais dans plein d'autres pays, les droits de réponse ne sont pas publiés. Et je pense que là-dessus, il faudrait peut-être réfléchir à un mécanisme pour rendre contraignant sur le plan international les exigences de droits de réponse. Lorsque vous êtes accusé dans la presse luxembourgeoise d'avoir détourné des fonds et que vous demandez un droit de réponse et que vous dites en fait votre loi de 81 ne s'applique pas ici, c'est inacceptable. Ça, il faudrait y réfléchir. Je pense que c'est les deux solutions rapides qu'on peut apporter à ce problème-là. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, mais ce sont les miennes. Voilà. Et justement, lorsque vous êtes investi dans des affaires qui sont plus ou moins médiatiques, comment est-ce que vous vivez, vous, personnellement, toute cette pression, l'impact des médias dans votre travail, mais aussi à titre personnel, cette pression que vous ressentez? C'est-à-dire qu'on a deux options. Soit on subit le truc et on le vit très mal et on prend la pression et ça va pas du tout, mais je pense que c'est pas une bonne solution. Soit on joue avec les règles. On sait que c'est comme ça. On sait qu'il y a le tribunal médiatique. Il y a un mot de Camus qui dit qu'on reproche, plutôt qu'on pardonne jamais à un individu d'avoir été soupçonné. Donc il faut le savoir. Voilà. Une fois qu'il y a un article de presse qui est sorti, une fois qu'il y a une accusation dans la presse qui est sortie, c'est très difficile de faire machine arrière. Même lorsqu'on a une décision de relax, c'est très difficile de faire passer le message que l'individu est innocent. Pensez à Bernard Tapie, il a été relaxé, je crois que c'est en bonne voie pour être confirmé en appel, j'en sais rien. En tout cas, ce type a été blanchi de tout soupçon, et pourtant, il y a encore des commentateurs qui disent escroc ou qui disent il n'y a pas de fumée sans feu. Pensez par exemple à Éric Woerth, qui avait subi une accusation mais catastrophique, qui avait été complètement mis au banc, qui avait dû quitter le gouvernement. Il a été relaxé de tout. Plus aucun soupçon, plus aucune accusation, rien. Mais pas sur un problème de prescription, sur une règle de fond. Il a été relaxé de tout et on continue de lui rappeler ces affaires-là. Donc voilà, on joue avec... on n'est pas à armes égales, on joue avec des règles qui sont asymétriques. Il faut le savoir, il faut accepter de foncer dans la gueule du loup et de se battre dans ce jeu-là. C'est vrai que ça a un côté... un petit peu David contre Goliath, sachant que l'avocat n'est pas Goliath, c'est plutôt le système médiatique, mais c'est en même temps quelque chose d'assez grisant, de se dire qu'on se bat contre quelque chose de plus grand que nous, de plus fort, et donc d'essayer d'enrayer ce géant. Puis vous savez, souvent on trouve des points faibles, souvent on trouve des angles. Récemment, j'ai défendu un rappeur, bon, peu importe, donc j'étais d'ailleurs complètement fan quand j'étais lycéen, donc c'était assez marrant que ce type vienne taper à ma porte, puisque j'ai des souvenirs assez nostalgiques quand sur mon iPod Nano, j'écoutais les morceaux de rap de ce type qui est Mr. You, donc. Et ce type était accusé d'avoir fait la promotion de produits stupéfiants sur les réseaux sociaux. Franchement, c'était du grand n'importe quoi. J'ai compris que, on comprend le sens de l'accusation lorsqu'on lit le texte d'infraction qui est l'incitation à la consommation de stupéfiants. On lui reprochait, en fait, dans des petits clips sur Snapchat, d'avoir fumé un joint en disant c'est de la bonne, et on lui disait, en faisant ça, vous avez incité une certaine jeunesse à consommer des produits stupéfiants. Et moi, j'interrogeais les juges en disant, non mais pardon, je comprends que la mise en scène de ce train de vie, la mise en scène de ces codes, qui sont certainement pas les bons, qui sont certainement pas les bonnes valeurs, cette mise en scène-là, elle vous plaît pas. Mais sur le plan pénal, pardon, mais est-ce que vous avez trouvé ne serait-ce qu'un seul individu qui est capable de vous dire « j'ai découvert la drogue grâce à ce rappeur », pas un seul. Donc sur le plan pénal, cette infraction ne tient pas. On a perdu. Mais je trouvais le raisonnement intéressant et la peine a été quand même relativement modérée et il a échappé évidemment à toute incarcération, ce qui était aussi un petit peu l'enjeu et l'objectif. Vous avez parlé d'inégalité des armes et c'est intéressant par rapport aux médias, mais on en parle aussi par rapport au parquet. Comment vous, à 27 ans, justement, vous voyez cette inégalité des armes dont certains avocats médiatiques, Éric Dupond-Moretti, avant d'entrer à la chancellerie, en parlaient et le fustigeaient. Comment vous le vivez et est-ce que vous le voyez également avec cet œil-là d'une inégalité des armes? Et il y a cette citation où c'était un de vos confrères qui
pouvez dire qu'il y a cette erreur de menuisier qui existe dans les tribunaux. Comment vous l'appréhendez, cette inégalité des armes vis-à-vis du parquet? Là encore, il y a deux dimensions au problème. Vous allez dire que je trouve des problèmes pluridimensionnels à chaque fois, mais c'est vrai, il y en a deux. Alors, en fait, l'erreur du menuisier, c'est le fait que le parquet soit surélevé et au même niveau que les juges. Ça, c'est un problème éventuellement d'impartialité et plutôt de porosité. Ça, ce problème-là, il est insupportable dans certaines juridictions. Par exemple, je pense à la GIRS de Nancy, qui est donc l'endroit spécialisé en matière de grandes infractions, grandes délinquances à Nancy. Donc il y a les juges qui sont censés être les juges d'instruction de ces dossiers, les procureurs qui sont censés être les procureurs de ces dossiers. Vous savez que le juge d'instruction est un juge du siège. Pour autant, le parquet et les juges d'instruction sont dans le même couloir, avec les mêmes greffiers, côte à côte, face à face, les mêmes machines à café. Qui peut croire qu'il y a une séparation? Vous savez, il y a des arrêts de la Cour européenne sur, non pas l'indépendance, mais l'impartialité, mais sur le sentiment, sur l'apparence d'impartialité. Pardon, mais quand un type sort de prison pour aller à un interrogatoire, qui sort de 2 heures de navette et qu'il arrive dans le bureau du juge d'instruction et qu'il voit que sur la cafetière derrière le procureur est en train de se griller une clope, c'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Je plaidais récemment à Nîmes. Le meuble sur lequel sont assis les 3 juges du siège est un meuble continu. Et dans l'angle, il y a le procureur. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas 2 tables séparées. Ils sont sur la même table, ils portent la même robe, ils viennent de la même école. Évidemment qu'il y a une difficulté d'impartialité. En plus, lorsqu'on connaît la porosité des carrières, on peut passer du siège au parquet à l'instruction en quelques mois, en quelques années. Donc il y a évidemment une difficulté. Ce que proposait Éric Dupond-Moretti sur, pourquoi pas, une école du parquet, et en réalité des juges du siège qui soient des anciens parquetiers ou des anciens avocats, ça me semble être une chose tout à fait raisonnable et envisageable. C'est ce qui se passe par exemple en Angleterre, où vous le savez, ce sont les barristers qui deviennent après une carrière prestigieuse juges. C'est aussi ce qui se passe aux États-Unis, bon, avec des dérives qu'on connaît, qui sont les élections. Mais voilà, cette première dimension au problème, elle est évidente en France et il est évident que d'abord dans la perception, mais aussi je crains parfois dans la pratique, il y a une difficulté d'impartialité des juges qui appartiennent au même corps que les parquetiers. Deuxième chose, c'est l'inégalité des armes. Ça relève pas tant des procureurs que du code de procédure pénale. Le code est ainsi fait que, en réalité, la défense est parfois relayée au second plan et ne peut exercer ses droits qu'en toute fin de procédure. Dans toute l'attente de cette fin de procédure, le parquet a toute latitude. Je pense par exemple aux enquêtes préliminaires. Rendez-vous quand même compte qu'en enquête préliminaire, l'avocat n'a pas accès au dossier. La défense ne peut pas faire de requête en nullité. C'est-à-dire que, par exemple, on vous fait une perquisition illégale, ben vous vous taisez, vous ne pouvez rien dire, vous ne pouvez pas le soulever. En enquête préliminaire, on peut vous saisir vos biens, on peut vous saisir vos comptes. On peut considérer qu'il y a une accusation tellement forte contre vous qu'on va geler vos comptes, qu'on va prendre votre argent et le mettre sur l'argent de l'État. Là, vous avez la voie de l'appel, mais vous n'avez toujours pas accès au dossier, ce qui est une folie. Dans l'enquête préliminaire, la défense est une sorte d'intrus. Donc là, il y a effectivement une difficulté d'égalité des armes. Vous dire aussi que dans la jurisprudence sur les nullités de procédure, si un avocat oublie par exemple de signer une demande d'acte, elle est irrecevable. Si un procureur oublie de signer un réquisitoire, il faut qu'on démontre l'existence d'un grief de cette absence de signature. Vous voyez, il y a une sorte de parallélisme des formes qui n'est même pas, enfin, qui est écarté par les magistrats. Ça renforce le sentiment donc de collusion et ça renforce le sentiment d'inégalité des armes. Mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, parfois il y a quelque chose d'assez beau à se battre contre quelque chose de plus dur, de plus grand et de plus fort que soi-même. Vous avez, dans des interviews précédentes, expliqué que vous avez beaucoup lu avant, ce qui a sûrement dû nourrir cette envie d'être avocat chaque jour et d'être le plus vite. Et on a le sentiment que vous représentez en fin de compte un avocat jeune, c'est vrai, mais qui suit la lignée classique. Vous avez cité Jacques Vergès tout à l'heure, mais de cet avocat assez classique. Qu'est-ce que ces lectures vous ont apporté dans l'exercice de la profession ? Alors moi je pense, c'est ce que disait Marc Benant, hein, donc je lui rends, faut rendre à César ce qui est à César, mais que le métier d'avocat est un art littéraire avant tout. Un art littéraire puisque dans les lectures, on puise une certaine compréhension de l'être humain, on puise une certaine compréhension du passage à l'acte criminel, on puise aussi une certaine compréhension de la jalousie, de l'envie, du désir, du mensonge. Toutes ces notions-là qui sont quand même assez subtiles, on peut les appréhender par ses lectures, par sa bibliothèque. Et lorsqu'on s'adresse à un juge, tirer référence d'une lecture, lui expliquer que tel auteur a considéré que telle pensée pouvait s'exprimer de telle manière, c'est parfois parler la même langue que lui. Bon, c'est parfois aussi s'exposer à un regard hautain et à beaucoup d'incompréhension ou beaucoup de mépris. Ça dépend des magistrats. N'empêche que on puise dans nos lectures des munitions pour la compréhension du monde et donc dans le métier d'avocat pour nos plaidoiries. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'une infinie richesse. Moi, j'aime bien, dans mes plaidoiries, ponctuer parfois de passages littéraires. Alors évidemment, comme tous les avocats, on a tous nos petits trucs, nos petites citations tiroirs, mais parfois il y a des choses plus profondes. Parfois, pour décrire, par exemple, un acte qui paraît impensable,
le mettre en perspective avec d'autres comportements qui ont pu être décrits par des auteurs comme Dostoïevski, comme Tolstoï, je ne sais quoi, ça peut être très intéressant et donner une clé de lecture supplémentaire. Tout à l'heure, vous avez cité Kafka. Finalement, est-ce que quand on regarde justement l'espace médiatique et le traitement des affaires judiciaires dans l'espace médiatique, est-ce qu'on n'a pas le sentiment d'avoir le procès de Kafka tout le temps? Alors, c'est pas tant le procès de Kafka où en réalité les juges ne parlent pas la même langue que lui et il fait face à une incompréhension totale et même son avocat ne sait pas ce qu'il fait dans la salle. C'est pas tant Kafka que David contre Goliath. Moi, j'ai vraiment l'impression que la difficulté ne tient pas à l'incompréhension, la difficulté tient à la dissymétrie. On a d'un côté une accusation qui a tout pouvoir, qui peut agir sans droit de la défense pendant le cadre d'une enquête préliminaire, qui peut agir et anéantir quelqu'un dans la presse avant même qu'un juge n'ouvre le dossier. Pour vous donner un exemple, on voit de plus en plus des accusations pour agression sexuelle ou viol sans plainte, avec un plaignant ou une plaignante qui va vous dire « non mais j'ai pas de preuves, mais il m'a violé ». Et la presse va se faire le porte-parole de ce genre de choses. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas vous défendre devant un juge, vous n'avez rien à faire. Vous êtes écrasé par une accusation médiatique sans droit de la défense, sans juge, sans tribunal, sans rien du tout. Voilà où on en est arrivé. Donc c'est ça. On n'est plus dans Kafka, on est vraiment dans David contre Goliath. Vous vous êtes formé auprès de très grands avocats, on le sait, et aujourd'hui on parle quelque peu de l'évolution du métier d'avocat, de son avenir, de ce qu'il peut en devenir. Vous semblez souhaiter faire perdurer les valeurs de l'avocat classique tel qu'on l'entend aujourd'hui, tel qu'on le lit, comme le disait Axel. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du métier d'avocat et de son avenir ? D'abord, je ne pense pas avoir une très grande légitimité pour vous parler de l'avenir du métier d'avocat. Moi, je suis que l'un des plus de 60 000 avocats en France. Parce que vous disiez que j'avais une vision classique du métier, c'est vrai. Moi j'aime une forme de tradition en réalité dans ce métier-là. Et je pense que la manière dont on exerce dans ce cabinet s'inscrit dans la droite ligne des avocats pénalistes des précédentes années. On exerce ce métier de manière littéraire, on aime la plaidoirie, on aime l'audience. Mais il y a aussi une touche de modernité qui est quand même très importante. Nous, on a été formés, mon associé et moi, dans le cabinet Vigo, qui est un cabinet d'affaires, de droit pénal des affaires, avec des méthodes dédiées à des clients fortunés, à des chefs d'entreprise, qui sont des méthodes en fait inspirées des grands cabinets anglo-saxons. C'est-à-dire de faire systématiquement des écritures très fournies, de regarder chaque détail du dossier, de ne pas se contenter d'une plaidoirie orale pour convaincre au dernier moment. Cette exigence-là de toujours écrire, de toujours rechercher l'excellence dans les dossiers qui vient plutôt des cabinets d'affaires, on essaye de la traduire dans le droit pénal, le droit commun. Même dans nos dossiers de banditisme classique, de trafic de stupéfiants, on est très attaché à avoir des écritures fournies, à soulever des requêtes en nullité, à faire des questions prioritaires de constitutionnalité. Alors on n'est pas les seuls à faire ça, hein. Plein d'autres pénalistes le font, mais nous, on trouve qu'il y a une forme de modernisation du métier dans cette rigueur et cette écriture systématique. Il y a aussi une autre modernisation du métier, c'est qu'on se bat aussi avec les outils modernes. On le disait tout à l'heure, le problème de l'accusation médiatique, c'est qu'un type peut se faire emporter par la presse, mais ça peut aussi être vrai sur Twitter. Et nous, on sait répondre à ça. On sait faire un droit de réponse. On sait demander à Twitter de supprimer un message. On sait faire une notification de contenu illicite. On sait aussi, par exemple, faire un constat d'huissier numérique. On sait travailler avec les outils modernes. Pour vous dire, on a récemment fait face à une série de dossiers dans ce qu'on a appelé l'affaire EncroChat. EncroChat, c'était une messagerie privée, comme Signal ou Telegram ou WhatsApp, qui a été hackée par la gendarmerie nationale. Et nous, on a été précurseurs avec d'autres avocats européens parce que dans le cadre du hacking de cette messagerie, il y a plus de 60 000 utilisateurs dont les messages ont été récupérés. Et sur ces 60 000 utilisateurs, il y a plus de 300 procédures pénales qui ont été ouvertes en France et 10 000 à travers le monde. Donc en hackant cette plateforme-là, des centaines de procédures, des milliers de procédures ont été ouvertes. Et nous, il a fallu s'adapter, se mettre dans le langage du code, se mettre dans le langage du hacking, travailler avec des experts de la cyberdéfense, de la cybersécurité. On a fait ce choix-là, on a travaillé de concert avec des gens dont c'est le métier et on s'est très vite adapté parce qu'on est d'une génération qui comprend l'informatique. Vous dire aussi récemment, dans un dossier de blanchiment avec des bitcoins, moi j'ai été sensibilisé aux problématiques des crypto-monnaies. Ben, ça m'a passionné. Donc on a cette agilité-là de comprendre notre temps et d'être moderne dans l'appréciation, classique dans le travail, mais moderne dans l'appréciation. Puis cette diversité permet justement de ne pas avoir les mêmes, d'avoir des dossiers complètement différents à chaque fois et d'évoluer dans des domaines, justement, la crypto-monnaie, c'est des domaines du futur, mais qui vous permet de... Mais exactement. Et moi, je pense que ce qu'il y a de plus beau dans le métier de pénaliste, c'est la richesse et la diversité des dossiers. On peut passer le lundi d'un mineur isolé de la Goutte d'Or qui a volé le sac d'une dame qu'on défend pro bono pour exercer les droits de la défense et ne pas laisser ce jeune homme dans une situation délicate. Le lendemain,
faire l'interrogatoire de première comparution d'un chef d'entreprise d'une société cotée, et le troisième jour, par exemple, se retrouver dans la défense d'un individu dans un dossier de GoFast. On peut passer de ce qu'on pourrait appeler le plus bas de l'échelle sociale au plus haut. En fait, le pénal vraiment traverse les sociétés. Il touche tout le monde. Le chef d'entreprise, l'élu, le petit trafiquant de drogue, le grand trafiquant de drogue, le braqueur. Et c'est ce qui est passionnant dans ce métier. Là encore, pour revenir à Jacques Vergès, c'est aussi ce que lui exprimait dans ses bouquins. C'est de dire que ce qui est beau, c'est de pouvoir passer de la défense de Carlos à celle d'un dictateur africain, le lendemain de défendre les militants du FLNC devant un peloton d'exécution. C'est cette immense richesse-là qu'il y a dans le métier de pénaliste. Je pense qu'on ne la retrouve pas ailleurs. Je pense qu'il y a d'autres très beaux métiers dans la profession d'avocat. C'est super de faire des fusions-acquisitions. Ça doit être très bien de devenir le spécialiste du droit fiscal franco-suisse et du traité de double imposition. Mais je pense que la richesse qu'on a, la profondeur des âmes que l'on peut ressentir, les situations diverses, toutes les humanités auxquelles on a le droit de goûter dans ce métier, je crois que ça c'est réservé au métier d'avocat pénaliste. Vous avez parlé de profondeur des âmes et ça me fait penser à cette idée qu'ont notamment Franck Berton et Henri Leclerc de vouloir ramener l'accusé dans la communauté des hommes. Est-ce que vous souscrivez à cette idée quand vous défendez, je sais pas, on a évoqué avant de démarrer l'interview des cours d'assises, dans des dossiers de cours d'assises, est-ce que c'est aussi une idée enfin, l'idée directrice qui vous traverse au moment de gérer la défense la défense, tout simplement. En fait, cette dimension-là, d'humaniser un acte, c'est lorsqu'on plaide coupable, lorsqu'on est face à l'évidence, lorsque le type a soit reconnu les faits, soit on a trouvé son ADN ou une vidéosurveillance qui sont confondantes. Et on ne va pas se ridiculiser à nier l'évidence. Effectivement, lorsqu'on est dans cette dimension où on doit plaider la peine, raconter pourquoi, raconter comment. C'est pas excuser, c'est expliquer pourquoi et comment. C'est dire que dans une situation analogue, il n'est pas sûr que tel ou tel juré aurait fait différemment. Il n'est pas sûr que confronté à cette enfance-là, confronté à ces difficultés-ci, il n'est pas dit que moi ou vous auriez eu un comportement différent de cet homme-là. Voilà, c'est effectivement réintégrer l'individu dans le corps social, expliquer l'acte, sans pour autant le pardonner. Ça, c'est un type de défense qui est intéressant. Mais moi, pour ne rien vous cacher, j'ai quand même une nette préférence pour les dossiers où on plaide les vices de procédure ou pour les dossiers dans lesquels on plaide la relaxe. Moi, j'aime ce qu'il y a de total dans la défense, ce qu'il y a de dire vous êtes complètement à côté de la plaque, vous vous êtes trompé, vous n'avez pas la preuve, vous êtes dans une accusation systématique alors que cet individu est profondément innocent et qu'en tout cas vous n'avez pas la preuve de l'inverse. Moi c'est cette défense-là qui me plaît le plus. Évidemment ça dépend des dossiers, on ne va pas plaider la relaxe lorsque l'individu ne peut pas, on ne va pas plaider l'acquittement, bref. Mais je pense que c'est là ce qu'il y a de plus exaltant. Je me permets très brièvement de vous poser une question en lien avec ce que vous dites. Vous parlez de vices de procédure, mais alors quelle place vous laissez à la vérité dans ce type d'affaires, dans ce type de défense ? Objectivement, on n'est pas là pour faire un travail d'intérêt général et pour concourir à la recherche des coupables, à la démonstration, à l'obtention d'aveux. Ce n'est pas notre métier. Ça, c'est les procureurs, ça, c'est les policiers. Nous, notre job, c'est de défendre au mieux ceux qui nous font confiance. Donc, vous dire que j'ai déjà défendu des coupables en plaidant la relaxe, ben, c'est une évidence. Et je crois que je ne suis pas le seul. Et je pense qu'un individu qui n'a pas envie de faire ça ne peut pas faire ce métier. Il faut accepter qu'en fait, on est là pour défendre un individu, défendre des règles de droit. Lorsque vous avez un type dont vous avez la conviction qu'il est coupable, mais dont la preuve ne figure pas au dossier, qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous le défendez. Vous criez son innocence. Vous criez en tout cas que l'absence de preuve ne doit pas conduire à sa condamnation. Alors, moralement, on peut se poser la question, c'est ambivalent. On peut se dire, oui, défendre un coupable et le dire innocent parce qu'il n'y a pas de preuve, c'est moche. Mais en même temps, en faisant ça, on évite aussi cette situation dans laquelle un innocent sans preuve est condamné. En fait, on protège tout un état de droit. On protège tout un mécanisme, toutes des garanties. On fait que le tribunal n'est pas un espace d'arbitraire, mais un espace de rationalité, un espace de preuve. Et ce rôle-là, moi, il me va très bien, et je dors très bien avec la nuit, j'ai aucun problème de morale. Merci beaucoup pour cette interview, c'était absolument passionnant. Merci du temps que vous nous avez laissé. Est-ce qu'on peut vous demander peut-être un petit mot, ce qu'on peut vous souhaiter, comment vous voyez votre avenir en tant qu'avocat ? C'est difficile de vous répondre, de trouver un bon mot pour conclure. Effectivement, vous me prenez un petit peu de cours, mais ce que j'aimerais dire à ceux qui nous regardent, qui s'apprêtent à devenir avocats ou qui le sont déjà et qui souhaitent peut-être changer de spécialité, c'est que je vous recommande vivement, si vous avez cette envie, si vous sentez en vous l'âme d'un défenseur, si vous n'avez pas peur de prendre des coups, si vous n'avez pas peur de bosser le dimanche, puisque c'était le thème de tout le début de notre interview, si vous n'avez pas peur de ça, foncez, c'est un métier exceptionnel, c'est merveilleux d'être avocat pénaliste, vraiment je le souhaite à tous, c'est exceptionnel, il faut juste avoir cette envie.
comprendre, ne pas avoir froid aux yeux, avoir envie de bosser. Et si vous le faites, vous consacrerez la phrase, je crois que c'était de Voltaire, qui disait que avocat, c'est le plus bel état au monde.